Comme chaque année, se déroule le pèlerinage à la chapelle de Notre-Dame des Anges, à Rustrel, dans la partie nord du Pays d'Apt. Ici, la terre, les roches, le sable sont rouges. Cela intrigue M. Cotelier, mineur à Lagnes, près de l'île sur la Sorgue, à une trentaine de kilomètres de là, où l'on exploite un minerai de fer assez pauvre. Cotelier remarque qu'ici, le fer affleure partout. Rentré du pèlerinage, il fait part de sa découverte au maître de forge de Lagnes. Sapristi. On dépêche à Rustrel experts et prospecteurs. Avec un optimisme que l'avenir amènera à réviser, on parle d'un abondant minerai dont la teneur en fer s'élèverait à plus de 50%. C'est le début d'une ruée vers le fer de Rustrel. Mais l'on n'avait pas attendu le milieu du 19e siècle pour extraire et fondre le fer dans les pays du Luberon. Dès les époques les plus reculées, existaient des hauts fourneaux de petite taille où l'on cuisait le minerai au charbon de bois. Il reste quelques vestiges de ces ateliers miniatures. Simiane la Rotonde. Dans le vallon de l'Argentière, près de Viens, déjà vers le XVIe siècle, comme l'atteste ce document de 1597, Archives des Bouches-du-Rhône. on aurait extrait du minerai argentifère et, au dire de certains, de l'or. Touristes des crépuscules, dans des parcs, le filon de foudre se perd sous la terre, or nocturne. René Char, métaux refroidis. Cette métallurgie, demeurée artisanale, se prolongera sans évolution technologique pendant des siècles. La découverte de Cotelier, lors du pèlerinage de Rustrel, allait coïncider avec l'essor industriel du XIXe siècle, dont les frémissements parvenaient avec un peu de retard dans le Midi. Les hommes d'affaires qui se précipiteront à Rustrel verront grand. La préfiguration d'un complexe industriel moderne s'ébauchera dans ce site que le tourisme d'aujourd'hui appelle le Colorado provençal. Deux usines concurrentes vont s'édifier, l'une à mi-pente, l'autre au pied de la colline. Une suite d'événements plus ou moins rocambolesques jalonneront l'histoire de ces deux fonderies. Sur un fond de faillite, d'adjudication, de reprise, d'interdiction de concession, à partir de 1840 et pendant un demi-siècle, une galerie de personnages affairés, affairistes, souvent sans scrupules, défilent comme les personnages d'une bande dessinée de l'époque sur la terre rouge de Rustrel. D'abord, les investisseurs dans les salons feutrés de la finance. Le fils de notaire d'Apt, Gaufridi, qui construisit la première usine. Puis, un marchand de biens marseillais, nommé Duplantier, des soyeux lyonnais, des sucres rousses de Marseille, et Gaveau, le neveu. Et puis, lorsque les affaires capotaient, des repreneurs, compagnies d'assurance, maîtres de forge d'Alès, de Saint-Étienne et d'ailleurs. Mais deux figures se détachent. D'un côté, Pauline Jaricot, riche héritière de la soierie lyonnaise, pieuse et ardente chrétienne, fondatrice de la congrégation de la propagation de la foi, puis de l'association du Rosaire vivant, qui groupait 1,5 million d'adhérents dans le monde. Acquérir une usine de fer pour Pauline Jaricot ne représentait pas seulement un placement financier. C'était l'occasion de réaliser un pieux rêve, créer une communauté laborieuse sur le modèle évangélique et rendre à ce que l'on appelait la classe ouvrière une dignité humaine. De l'autre côté, Gustave Père, industriel vauclusien, attiré par l'aventure du fer. C'est lui, le premier, qui imagina de construire une usine sur la colline de Notre-Dame-des-Anges. Il acheta des concessions, des bois en grande quantité pour alimenter les futurs hauts fourneaux, spécula sur les plans, fonda une société d'actionnaires, estorqua beaucoup d'argent, en dépensa davantage et finalement, avant même d'avoir posé la première pierre, est mis en faillite, puis en prison pour escroquerie.
Quelques années plus tard, Gustave Père refait surface. Entend parler de Pauline Jaricot, de son immense fortune, de son usine de fer et de son rêve charitable. Il se précipite à Lyon, s'installe chez la pieuse femme, se fait nommer gérant de l'usine, pompe la fortune de Pauline et la ruine totalement. Ces péripéties et bien d'autres ne facilitent pas la bonne marche des deux usines qui se font par ailleurs une guerre acharnée. Malgré la qualité technologique des installations, les espoirs insensés de 1840 s'amenuisent rapidement devant la concurrence de la fonte et des aciers anglais introduits en France sous couvert du libre-échange. Les difficultés de communication, l'enclavement de Rustrel, la médiocre qualité des fontes obtenues condamnent les deux usines. L'une est totalement démantelée pendant la guerre de 1870. L'autre s'endort en 1888. Quelques cloches, des roues de brouette, statues pieuses, plaques de cheminée, poulies, tuyaux, barreaux de prison, c'est ce qui reste aujourd'hui de la production industrielle des usines de Rustrel. Seule demeure gigantesque, désertée, les ruines d'une des deux usines dans le giron de la colline. Les hauts fourneaux se sont refroidis, les martinets immobilisés. Le silence a tout recouvert. Usine comme un temple qui a perdu son sens premier, un encore dont on ne saurait pas s'il était de travail ou de prière. Claude Morénas.